suivi des gens qui, à un moment de leur vie, tombaient en invalidité. C'est un accident de travail, leur corps lâchait, peu importe. Puis à ce moment-là, c'était toute leur estime de soi qui, elle, se basait uniquement sur la performance. Tout ça s'écroulait. Parce que les bases de ça, c'était ce que tu étais capable de produire. Et donc, à partir du moment que tu n'es plus capable de produire, qu'est-ce que tu es? Allô, Laetitia? Allô Sandrine, Comment tu vas aujourd'hui? ça va super bien toi? Ça va bien aussi. Aujourd'hui, on parle de productivité et de performance. Oui, un sujet qui va être très intéressant, puis c'est drôle parce que en lien avec la productivité, cet épisode-là, on la refilme une deuxième fois, donc ça leur a pas été... Moi, je serais curieuse que les gens nous disent, genre, s'ils sentent une différence quand on refilme un épisode, parce que c'est comme un épisode qu'on a eu une pratique avant, en quelque sorte. 100%, fait qu'on peut se dire que la productivité a quand même été bonne parce que ça va être encore meilleur. Ben, exactement, on s'est pratiqué, on a fait des recherches, on a discuté, toi puis moi. Ouais. Est-ce qu'on veut peut-être un petit peu parler de pourquoi ce sujet-là d'épisode nous a interpellés? Oui, ben je te laisserai dire pourquoi on a décidé d'avoir un épisode sur ça cette saison. Ouais, pour ma part, je trouve que la productivité à la performance, on le retrouve un peu partout. Peu importe les domaines, peu importe la personne, tu sais, il va tout le temps avoir une sphère que soit on va ressentir une pression de performer ou d'être productif, ou que notre entourage va nous en mettre une pression là-dessus. Ouais. Puis je trouve qu'on voit particulièrement avec la stigmatisation autour des gens qui ne travaillent pas. Tu sais, les gens qui ont pas de travail ou qui en ont jamais eu, par exemple, ça va être des gens qui vont souvent être vraiment stigmatisés parce que je pense qu'on est dans une société qui n'arrive pas à concevoir qu'on peut exister sans produire quelque chose, sans redonner, mais quand on existe, on a comme pas, c'est pas pour avoir une dette envers la vie non plus, là. C'est vrai, puis c'est vrai aussi que souvent les personnes, c'est ça, tu sais, qui travaillent pas, il va y avoir beaucoup plus de stigma sur eux, ou on va être comme, cette personne-là est pas productive, puis même parfois, on va faire un lien avec la productivité et si la personne est bonne ou pas, tu sais, mais il n'y a pas de lien, là, c'est l'humain qui ont créé ce lien-là. Puis moi, je me demandais par rapport à toi, c'est comment tu vois ça, tu sais, la productivité, la performance dans ton mode de vie, là, à toi? Ah, c'est une bonne question. Je vais te la reposer en retour, hein. Je pensais que j'étais pas tant... je me mettais pas tant de pression de performance, personnellement. Puis, parce que, tu sais, j'étais vraiment dans un milieu à l'université, genre, hyper compétitif. Puis, moi, je me trouvais... pas que j'internalisais pas l'aspect de compétition, mais je trouvais que je mettais tellement comme moins d'efforts dans la performance que les gens qui m'entouraient que je me disais, tu sais, ça fait juste pas partie de moi. Puis là, après, je suis arrivée sur le marché du travail, puis pour moi, c'était vraiment difficile de dire non. Puis pour moi, je tolérais pas de faire des erreurs, genre, même après comme un 6 mois, même après des commentaires positifs, à mes yeux, si je faisais une erreur, c'était suffisant pour comme perdre mon emploi ou avoir comme une mauvaise réputation ou quoi que ce soit. Fait que là, je me suis rendu compte, tu sais, c'est peut-être que j'ai plus de pression de performance que tu pensais. Que je pensais. Ça, c'est au travail. Puis sinon, j'ai vraiment observé aussi là, que, genre, vraiment dans mon quotidien, faut que je performe, genre, tout. C'est, par exemple, que, je sais pas moi, si je regarde un film, il faut que ça soit un film qui est sur, genre, la liste de films que je veux regarder. Ça peut pas être juste le film que j'ai envie de regarder cette soirée-là. Non. Faut que ça soit un film qui me donne le sentiment que, tu sais, j'ai coché de quoi sur ma liste. Ou genre, faut que ça soit pour une raison précise, pas juste parce que ça te tente d'écouter ça pour le fun. Puis c'est ça, exact. Puis là, je me rends compte que c'est lourd, là, un peu de concevoir les choses comme ça, là. Ouais, mais c'est vrai, je pense que beaucoup, comme tu as dit tantôt, beaucoup de personnes ont quand même, que ça soit peu importe dans quelle sphère, soit de la pression de performance ou en lien avec leur productivité. Puis, tu vois, moi, on dirait que ça a toujours été en moi sans que je le sache. Là. Je pensais que c'était normal d'avoir des attentes autant hautes. J'ai toujours eu des attentes vraiment hautes envers moi-même, mais je pensais pour moi que tout le monde
avaient ces attentes-là. Genre envers eux ou envers toi? Envers moi. OK. Ben, non, dans le sens que, mettons, moi, j'avais des attentes envers moi-même, mais je pensais que chaque personne avait... Admettons, je pensais que toi aussi, tu avais ces attentes-là envers toi-même. Mais j'ai réalisé que c'est pas tout le monde qui veut absolument exceller dans tout. C'est pas tout le monde qui a besoin d'avoir 10 000 projets, mais moi, ça a toujours été comme ça. Fait que là, c'est d'apprendre aussi à... Je peux pas exceller dans tout. Si je veux avoir tant de projets, ben ça se peut pas que tous mes projets soient à 100%. Tu sais, à un moment donné, on a une source d'énergie, puis on peut pas en créer plus. Donc ça a vraiment été quelque chose à travailler, puis de me dire que peut-être aussi que moi, comment je vois 80, mettons, %, là, mettons, j'ai une note, je vois 80%, mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, ce 80%-là, ça vaut à 90, mais pour moi, c'est juste 80. Dans le sens que comment je vois la performance, mais c'est peut-être pas comme la réalité. C'est ça. Fait que ça, c'est des choses que j'essaie de travailler pour moins me taper sa tête. C'est un peu la phrase d'être plus douce envers nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire parce qu'on est humain, là. T'sais, tout le monde vit pour la première fois, tout le monde commence. Donc, c'est certain qu'on peut pas toujours exceller dans tout, puis c'est pas grave si on n'excelle pas dans tout. Non, c'est pas grave, puis tu sais, c'est comme, avant d'être bon à quelque chose, il faut être mauvais. 100%. Souvent. Si on est bon dès le début, tu sais, ben, c'est le fun, mais il n'y a pas nécessairement de mérite. Ouais, je trouve que, en tout cas, je trouve ça intéressant de se pencher sur la question de c'est quoi la relation que les gens entretiennent avec la performance, justement. Puis c'est pas tout le monde qui est capable de mettre des mots dessus ou qui a déjà réfléchi, mais de l'observer, là, tu sais, moi, je rends compte que je suis vraiment poreuse à la pression que les gens se mettent sur leurs épaules. Donc, par exemple, côtoyer quelqu'un qui se met beaucoup de pression sur les épaules, ben moi, je vais tenter de réciproquer ça en m'en mettant tout autant. Ouais. Fait que ça m'épuise d'être entourée de gens comme ça. Mais en même temps, si je suis avec des gens qui se mettent pas de pression, ben là, je me sens pas comprise par eux. Donc, j'ai l'impression que peu importe avec qui je suis, soit je me sens pas comprise, soit que je me sens comme empoisonnée par leur pression de performance. C'est vrai aussi qu'on peut se comparer puis se mettre de la pression parce que l'autre personne s'en met, puis tu sais, c'est comme un peu des fois un cercle vicieux, puis tu sais, là on parle un peu c'est ça, de productivité, d'anxiété de performance, mais pour toi, c'est quoi la différence entre, tu sais, l'anxiété de performance puis la productivité? Ouf, je pense que... Mon Dieu, je m'attendais pas à cette question-là dans ma tête, Laetitia. Je pense que l'anxiété de performance, c'est vraiment un terme qu'on entend comme beaucoup ce temps-ci. Puis je pense que ça va vraiment avoir des affects anxieux. Donc, beaucoup comme de symptômes qui vont ressembler à l'anxiété en général, mais qui vont être comme plus ciblés sur la performance. Puis je trouve aussi que performance, ça le dit un petit peu dans le nom aussi, là, ça a un lien avec le regard que les gens portent sur nous, sur une sorte de masque. Tout comme par exemple une performance au théâtre, ben c'est ce qui est montré au public. Hein? C'est la performance d'un comédien, quoi que ce soit. Ben là, c'est comme c'est ce qui est montré au public de notre vie. Tandis que je pense que la productivité, c'est vraiment plus un phénomène social, puis c'est vraiment plus un lien, puis écoute, j'y vais dans des zones de travailleurs sociaux, là, donc tu corriges si je me trompe, mais vraiment plus un lien avec le capitalisme, selon moi. Oui, 100%. C'est le capitalisme comme système s'arrange pour que on soit comme insatiable à produire. Oui, toujours. Tu sais, on veut produire sans limite. Puis pour ça, ben la base, c'est d'avoir des travailleurs qui produisent sans limite, qui sentent qu'ils peuvent être remplacés facilement, donc qui doivent se dépasser constamment. Puis ça, c'est tous des standards, je pense, qui sont comme internalisés. Oui, c'est ça. C'est comme si c'est rendu que la productivité, c'est un standard, puis c'est la norme, mais en fin de compte, pas vraiment, là. Tu sais, c'est rendu trop intense. Tu sais, on dit pas de absolument toujours rien faire, mais comme il y a une différence entre toujours rien faire et toujours être à 120%, là. Tu sais, c'est impossible. Puis j'ai l'impression que on est beaucoup aussi dans le tout ou rien, tu sais, en tant qu'humain. Donc, les personnes vont toujours essayer. Puis si tu réussis à te rendre à 120, mais après ça, tu vas vouloir monter, mais à un moment donné, il y a un maximum qu'on peut pas aller. T'atteins un plafond, en quelque sorte. Puis ben, des fois, là, c'est le plafond, tu l'atteins pas nécessairement, mais comme
ton corps est plus capable de suivre. Ouais. Puis ça m'est arrivé de le voir souvent en suivi des gens qui, à un moment de leur vie, tombaient en invalidité. Tu sais, un accident de travail, leur corps lâchait, peu importe. Puis à ce moment-là, c'était toute leur estime de soi qui, elle, se basait uniquement sur la performance. Tout ça s'écroulait. Parce que les bases de ça, c'était ce que tu étais capable de produire. Et donc, à partir du moment que tu n'es plus capable de produire, qu'est-ce que tu es? Ouais, tu peux pas juste être. C'est comme si être, c'était pas assez, puis on devait toujours augmenter plus. Mais tu sais, dans ton explication de l'anxiété de performance, ça va avoir un lien beaucoup avec la grande peur de l'échec. Puis tu sais, avoir aussi beaucoup de scénarios de catastrophiques. Scénarios de catastrophe. Par exemple, tu dis, si j'échoue mon examen, ben, je vais pas être capable d'aller au cégep. Si je vais pas au cégep, je pourrais pas aller à l'uni. Si je pourrais pas aller à l'uni, je pourrais pas avoir la vie que je veux. Puis là, ça grossit. Tout ça pour si je coule un examen. C'est ça. Tu sais, c'est comme si c'était pas... je cherche le mot, là, je veux pas dire équivalent, mais c'est comme si c'était pas... C'est vraiment disproportionné, en fait, là, comme réaction. Là. Vraiment. Puis ton cerveau, lui, il va le voir comme ça. Puis là, ton anxiété va sortir parce que ton cerveau va voir le gros scénario. Puis ce qui est tricky, c'est sur certains... J'ai l'impression là-dessus, là, les pensées catastrophiques, sur certains aspects, il y a raison. Tu sais, c'est vrai qu'il faut prévoir un peu l'avenir. C'est vrai que comme ça peut avoir certaines conséquences, ces actions qu'on pose. C'est vrai que comme la discipline de maintenant nous permet d'accomplir des objectifs à long terme. Il y a comme des micro-aspects sur lesquels il y a raison, mais qui sont amplifiés, exagérés à leur maximum. Puis dans cette exagération-là, là, on n'est plus dans le vrai, là. 100%. Mais sur la base, la personne a quand même raison sur des petits trucs. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est comme dur de déconstruire ces pensées-là. Parce que la personne, elle a peur de tomber dans l'autre extrême. Ouais, exactement. Puis c'est pour ça, c'est d'essayer de vraiment réfléchir à ces pensées-là pour voir c'est quoi la pensée réelle, tu sais. Ouais. Donc, par exemple, c'est pas parce que je coule un examen que comme je pourrais pas avoir la vie que je veux, ok, ben je vais peut-être étudier plus pour la prochaine examen, je vais pouvoir demander de l'aide pour les autres. Fait que tu sais, on peut toujours trouver des micro-solutions au gros scénario. Puis tu sais, oui, j'ai comme plein d'affaires à dire, là, je vais pas t'interrompre, là. C'est vraiment une référence étrange, mais parce que moi, je réfléchis souvent justement à l'aspect de se donner son mieux, puis te dire, bon, c'est pas grave, je vais me rattraper la prochaine fois, mais j'ai quand même mettre le doigt parce que, en tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai quand même été privilégiée, tu sais, j'avais quand même la facilité à l'école, puis je le savais bien que j'étais chanceuse, puis que c'était pas tout le monde qui avait ce privilège-là d'avoir cette facilité-là. Tu sais, j'avais pas de problème d'apprentissage, par exemple, j'avais des parents qui m'aidaient avec mes devoirs, tout ça, tu sais, vraiment, j'ai été privilégiée. Puis, mais je le conçois que des fois, on n'a pas envie d'essayer puis de donner notre 100% parce qu'on a peur que si on donne notre 100% puis qu'on n'y arrive pas, on se rend compte qu'on est impuissant, que ça nous dépasse. Fait que des fois, j'ai l'impression que de ne pas donner son 100%, c'est comme une manière de se protéger. C'est vraiment une manière de se protéger. Puis ça me fait penser à l'extrait des Simpsons. Tu vas voir le lien. C'est Bart qui revient, je pense, puis qui dit qu'il a encore, je sais pas si c'est la 2e ou 3e année. Puis là, il pleure, puis c'est vraiment des larmes qui déchirent le corps. Puis il dit à sa prof, comme, ben là, comment ça, voyons, Bart, tu devrais être habitué, tu la coules tout le temps ton année. Puis il est comme, yeah, but I really tried. Genre, j'ai vraiment essayé. Puis moi, je veux qu'on en parle aussi de ça. Parce que je pense, là, on parle de la performance, mais comme la procrastination, le fait de pas être dans la performance, je pense que c'est une manière de se protéger des fois. 100%. Des limites qu'on a. Vraiment, puis ça va vraiment avec qu'est-ce que je voulais parler des manifestations de, mettons, des personnes qui peuvent vivre de l'anxiété de performance. Puis ça peut être aussi de l'évitement, tu sais, d'éviter de vouloir tout donner par peur. On a aussi la tendance à se trouver moins bon, avoir des trous de mémoire. Ça peut être aussi avoir des crises d'angoisse, donc vraiment dans le physique. En lien avec ça, on peut avoir migraine, des maux de tête, maux de ventre, l'impression que si quelqu'un nous critique, ça veut comme dire qu'on est mauvais ou qu'on n'est pas bon. C'est comme si on accordait une valeur morale à notre productivité. 100%. Fait que ça, c'est vraiment tout un peu des manifestations qu'on peut avoir. Intéressant. Merci, Laetitia.
Ouais. Tu veux-tu que je parle un peu des stratégies de coping? Oui, je te laisse en parler. Ben, en fait, les deux, on va en parler, là. Je te laisse commencer, Sandrine. En fait, là, on en a parlé dans la saison 1, les stratégies de coping. En français, stratégie d'adaptation. Si les gens veulent aller écouter l'épisode 1, ils peuvent. Sinon, je vais le résumer brièvement. Les stratégies de coping, en fait, c'est quelle stratégie la personne va mettre en place de manière consciente ou inconsciente pour s'adapter au stress qu'elle vit. Dans le cas de l'anxiété de performance, il a été répertorié certaines stratégies de coping en particulier. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se situe en pas 4 catégories, je ne sais jamais comment dire, mais sur 2 grands axes, en fait. Donc, tout d'abord, la stratégie peut être soit orientée sur le problème ou sur les émotions. Ou, sinon, en deuxième lieu, elle peut être soit centrée sur soi ou centrée sur les autres. Puis là, j'en nommer quelques-unes, puis après, je vais te laisser en parler, parce qu'il y en a qui sont plus adaptées que d'autres, comme on va voir. Mais ça, je te laisse ça à toi. Donc, celles qui vont être, par exemple, orientées sur le problème, mais qui vont être centrées sur les autres. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas nécessairement vers nous, puis on va être focus sur le problème plutôt que nos émotions. Ça serait, par exemple, de s'isoler. Même si ça semble contre-productif, parce qu'on dit que c'est orienté vers les autres, ben ça reste qu'en s'isolant, on accorde une importance aux autres là-dedans. Oui, 100%. Puis à l'inverse, par exemple, quelque chose qui serait centré sur soi-même, puis orienté sur nos émotions, ça pourrait être, par exemple, l'évitement ou être dans le déni. Ouais. Puis ça, c'est des négatifs, comme on va voir avec toi. Mais pour une positive, par exemple, qui va être centrée sur soi-même, puis orientée vers les émotions, ben, il y a le fait, par exemple, de prendre soin de sa santé. Ouais. Donc, je trouvais ça intéressant comme de les classifier un peu comme ça, parce que des fois, mettons, on peut en avoir un mélange de positif et négatif, mais on se rend compte que c'est vraiment juste dans un axe en particulier. Ouais. Fait que ça peut être déséquilibré à cause de ça. Parfait. Ben, j'irais peut-être un peu plus vers les stratégies saines et moins saines. Je pense que ça va peut-être aider. Je vais donner quelques exemples. On a la stratégie de la je vais commencer avec les plus saines. Là, je pars pour en dire, puis on ne sait pas vers quoi que je vais aller, fait que je vais commencer avec les plus saines. Donc, dans les plus saines, on a la restructuration cognitive. Ça va être de remettre en question nos pensées, nos cognitions qui sont anxiogènes ou qui sont un petit peu plus négatives, qui vont vraiment nous mettre des fois un peu plus dans un mood triste, de déception. Nos émotions peuvent enclencher des pensées, puis ces pensées-là peuvent entretenir des émotions. Exactement, puis ça peut devenir un cercle vicieux. Ouais, exact. Laetitia, la restructuration cognitive, comment on fait ça? Oui, mais en fait, ça c'est il y a plusieurs manières de pouvoir pratiquer ça. Souvent, on va pouvoir le pratiquer avec un professionnel de la santé, que ce soit travailleurs sociaux, psychologue et tout. Puis, il y a un beau petit tableau que je pourrais mettre en lien de la description pour aller télécharger. C'est un tableau que j'aime beaucoup travailler dans mes consultations parce que la première section, ça va être d'écrire la situation, par exemple. La situation qui pourrait être un peu comme tantôt encore mon examen, mettons l'examen. Ouais. Ensuite, la pensée qui pourrait être j'ai peur de couler cet examen-là parce que je pourrais pas avoir la vie que je veux. Là, après ça, on va avoir une section pour l'émotion. C'est quelle émotion que ça nous amène? Ça peut être de la peur, de l'anxiété, même des fois de la colère. Puis ensuite, on va pouvoir aussi dire cette émotion-là, elle est à combien sur 10? Donc, par exemple, ton anxiété, mettons, en pensant à ça, est à 10 sur 10. Elle est vraiment intense. Puis ensuite, on va avoir une section pour la pensée réelle. Donc, c'est là qu'on va avoir la restructuration cognitive. Puis là, c'est pas la pensée magique, la pensée positive. C'est la pensée réelle. Un peu comme que tu as dit tantôt, dans le sens que j'ai mon examen, je vais étudier tant de temps parce que je sais que c'est ça qui fonctionne. Et je vais avoir assez étudié, sinon je vais demander de l'aide pour la prochaine examen. Ouais. Comme ça, c'est réel. Tu te dis pas, c'est sûr à 100% que je vais passer, tout va être correct. Non, tu trouves une petite solution. Je vais passer mon examen en étudiant, en demandant de l'aide. Puis par la suite, tu peux écrire ton émotion de ton anxiété est rendue à combien. Souvent, elle va avoir diminué. Si elle n'a pas diminué, c'est parce que
ta pensée réelle était peut-être pas assez... fonctionnait pas assez. Donc là, tu peux essayer d'en retrouver un autre qui va mieux travailler. Donc, si je comprends bien, là, pour être en mesure de faire de la restructuration cognitive, qui dans le fond va être d'avoir des pensées, de travailler pour avoir éventuellement des pensées qui sont plus adaptées, moins handicapantes, moins difficiles à entretenir, la première étape, c'est vraiment de prendre conscience des pensées qu'on a puis de les décortiquer un peu, c'est ça? Exactement, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, au début, c'est pas toujours facile à faire, ça prend un petit peu plus de temps, mais plus qu'on pratique, c'est rendu que ça va être intuitif. Tu vas le faire par toi-même dans ta tête, mais souvent, au début, il faut prendre le temps de s'asseoir et de l'écrire directement dans le tableau ou, tu sais, sur son cell pour que ça soit un petit peu plus concret. Puis après ça, ton cerveau, plus que tu le fais, c'est comme se brosser les dents ou se passer à la soie dentaire. Au début, on le fait jamais. Puis là, il faut se le rappeler. Mais à un moment donné, ça devient tout seul. C'est une habitude. Donc, ton cerveau, il va finir par le faire par lui-même. C'est ça. Là. C'est genre la pratique qui facilite la chose. 100%. Puis là, tu peux devenir de plus en plus performant là-dedans. Faire attention à pas vouloir performer aussi. Puis ça, c'est vrai des fois. Les gens veulent performer la thérapie. Hein? Oui, tellement. Puis... Parfois, on peut avoir tous les meilleurs outils, mais il y a des variantes qu'on peut pas contrôler. Tu sais, une situation qui arrive très anxiogène dans la vie de la personne, oui, tu peux avoir ces outils-là, mais ça veut pas dire que son émotion va être rendue à zéro. Fait que, tu sais, d'apprendre aussi que c'est correct, là, d'avoir ces émotions, puis c'est pas qu'on n'est pas dans la performance. Mais honnêtement, tu sais, oui, je suis vraiment d'accord, mais je la comprends. Je comprends vraiment bien pourquoi les gens veulent performer la relation d'aide ou la thérapie, parce que t'offres à quelqu'un une version de toi dans une globalité et la personne va avoir un regard sur toi que jamais personne habituellement va avoir eu. Elle va te voir de manière vraiment transparente. Fait que je pense que c'est sécurisant de se dire je peux réussir ou je peux l'échouer plutôt que je sais pas. Tu sais, parce que dans nos relations au quotidien, on a le sentiment qu'on peut les réussir ou les échouer. Ouais, c'est vrai. Tu sais, donc je pense que c'est plus sécurisant de garder cette... mais ça veut pas dire que c'est bon, puis ça veut pas dire que c'est souhaitable pour nous de vouloir performer cette relation-là. Ouais. Mais je pense que ça fait partie des freins qu'habituellement un bon intervenant a conscience que la personne va ressentir. 100%. Sinon, si on continue un petit peu dans des exemples de stratégies plus saines, ça peut être de mettre ses limites, donc d'être capable de dire non, ça peut même être de dire oui, tu sais, parfois, mettre nos limites, on pense beaucoup au non, mais de dire oui à quelque chose, ça peut t'aider après ça à dire non à l'autre chose, tu sais, donc, exactement. Et pour ceux qui ont de la difficulté avec mettre ses limites, on a un épisode sur le sujet aussi. 100%. Ensuite, on peut avoir de faire de la recherche de rétroaction, donc demander à ses collègues, à son boss, comment il trouve ça. Je pense que notre travail, je pense que ça peut toujours aider, mais quand même de toujours se rappeler que une rétroaction, quand elle est constructive, ça veut pas dire que t'es absolument pas bon. Tu sais, je pense que ça, il faut quand même être prêt à entendre les choses qu'on peut améliorer, mais de se rappeler que tout le monde va avoir des choses à améliorer. On a aussi la régulation émotionnelle. Donc, on peut être dans faire de la respiration, de la méditation, l'ancrage par les sens. Donc, ça, on va avoir nos 4 sens. Donc, réfléchir, par exemple, à qu'est-ce que je vois, à qu'est-ce que je touche, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que j'entends. Donc, ça peut être un bon conseil pour réguler nos émotions. Un truc qui fonctionne bien aussi là, pour les sens, c'est de prendre un chiffre au hasard et une couleur, puis après se mettre à chercher, par exemple, je dis 3, l'hiver, je cherche 3 trucs verts dans la pièce. Oui, puis il y a des personnes que je voyais ça, c'est drôle, sur les réseaux sociaux, qui disaient qu'elles allaient prendre des marches en conscience, puis qui se disaient, avant de partir, exemple, je veux trouver tout ce qui est mauve, fait que là, à chaque fois qu'ils voyaient quelque chose qui était mauve, ils se le disaient, puis ils réalisaient aussi que plus de choses qu'ils pensaient qui étaient mauves, c'est juste que normalement, on réalise pas ça, puis ça t'aide à être dans le moment présent. Fait que ça peut être un bon conseil là, à faire. Dans les stratégies un peu moins saines, on a le workaholisme, donc toujours vouloir trop travailler. Donc, c'est quelqu'un qui va déployer des efforts
excessive au travail sur une longue période aussi de temps. Tu sais, on sait que parfois, ça peut être en lien avec l'école, quand tu as ta session d'examen, on sait que tu vas mettre plus de temps, mais tu sais qu'après, tu as des vacances, tu sais. Mais ça va être vraiment quelqu'un qui va toujours mettre trop de temps, on va se le dire. En fait, la personne va centraliser le travail dans sa vie. Exactement. Ça va devenir la chose la plus importante et qui va prendre... tu sais, c'est sûr que, bien évidemment, environ les personnes travaillent 35 à 40 heures, donc c'est déjà une grande partie de nos heures de semaine, mais on peut s'imaginer quand la personne va travailler encore plus puis qu'il va pas rester beaucoup de temps pour faire les autres choses qu'elle aime. Puis, un autre, ça peut être aussi le déni, donc de nier ses attentes envers le travail qu'on va faire. Ça peut être c'est ça, nier ses attentes irréalistes, dans le sens que si tu vises de faire, je dis n'importe quoi, là, mais 1 million dans ton année, mais que ton travail, t'as un travail au salaire minimum, ça sera pas possible, c'est irréaliste. Exact. Ouais, puis là, on voit, c'est temps-ci, vraiment comme une mode croissante d'un langage de genre vous enrichir avec le moins d'efforts possible, suivez cette formation pour savoir comment investir, etc. Parce que il y a vraiment une glorification de faire beaucoup d'argent puis d'avoir le statut qui vient avec. Oui. Parce qu'on a un statut de réussite associé à l'argent. Ouais, 100%. Fait que tu sais, puis c'est souvent c'est des jeunes personnes qui, de plus en plus, qui adhèrent à ça parce que c'est plus t'es tôt exposé à ça, plus tu vas y adhérer, tu vas être poreux en fait à ça. Exactement. Une autre petite anecdote qui m'est venue en tête clinique par rapport à ça. Tu sais, j'ai déjà rencontré quelqu'un qui me parlait justement, tu sais, que lui, il avait beaucoup comme réussi dans sa vie, tu sais, un travail avec de la prestance, il était très reconnu, un bon salaire, tout ça, puis il me parlait que comme à l'école, il réussissait pas, il avait pas, je pense, réussi son cégep, tu sais, c'est tout ça. Puis il me disait, je suis pas capable de le mettre, tu sais, comme tu peux mettre ton nom là, quand t'es un haut placé, là, tu sais, t'as ton nom sur ton bureau, là, sur une petite plaque, puis il est comme, je le mets pas le mien, parce que j'ai l'impression que quand les gens le regardent, c'est un masque qu'ils voient. Puis s'ils regardent un peu trop, ce qu'ils vont voir, c'est que je suis imposteur derrière ce masque-là. J'avais vraiment trouvé ça intéressant. Puis je trouvais ça beau qu'il en soit conscient, mais tu sais, des fois, comme quand je reviens à notre conversation au début sur la performance peut être un masque. Mais la vérité, c'est que le masque, on a parfois l'impression que d'être connu, ça va faire en sorte que les gens vont voir qu'on est imposteur. Ouais. Puis ça peut aussi beaucoup avoir en lien avec le sentiment d'imposteur, que je pense que beaucoup de personnes qui deviennent connues, ou certaines personnes, des fois, c'est juste quand tu commences à travailler, tu te sens imposteur d'avoir ce travail-là parce que tu dis que tu n'as pas assez d'expérience. Mais tu sais, tout le monde commence à quelque part. Je pense que ça, c'est important de se le rappeler aussi. Puis, qu'est-ce qu'un employeur pourrait faire, Sandrine, pour essayer d'enlever de la pression à ses employés? Ben, ça va peut-être aller un peu contre ce que tu disais, mais tout d'abord, de donner régulièrement des rétroactives. Que ce soit justement les commentaires constructifs ou les commentaires positifs. C'est même prouvé que dans la satisfaction au travail, là, ça augmente beaucoup, beaucoup la satisfaction au travail que de donner des rétroactions aux employés. Puis aussi, ben, de clarifier c'est quoi les attentes. Je trouve que souvent les gens, pas juste les directeurs ou quoi que ce soit, mais en général les gens oublient que le langage c'est complexe. Ouais. Et donc, en parallèle, ils oublient que c'est pas toujours clair les attentes. Soit parce que toi, par exemple, t'es professionnel dans un milieu, donc c'est facile, tu le vois tout le temps, que c'est le cas pour la personne. Ouais. Donc, de prendre le temps de vraiment clarifier c'est quoi les attentes, de bien accompagner. Ouais, je pense que c'est important que les deux personnes soient en accord avec les attentes. Ça. Comme ça, il n'y a pas de malentendu. Ouais. Puis, tu sais, j'écoutais un podcast tantôt, ça n'a vraiment pas rapport, mais c'est plus en lien avec l'entrepreneuriat. Mais la personne disait qu'elle a trouvé ça important de toujours faire un contrat. Puis même si c'était plus bénévole, pour que la personne connaisse ses attentes. Puis qu'après ça, il n'y ait pas de... Ah, tu m'as déçu parce que les attentes étaient écrites puis tu le savais. Puis même pour la personne qui donne le travail, ben, elle sait à quoi s'attendre, elle sait à quoi qu'elle veut réaliser. Puis
je pense que c'est important d'en discuter aussi au préalable, de dire, moi, c'est ça que je peux donner. Ouais, exactement. Laetitia, Oui. par exemple, là, moi, je suis une journée au travail, je trouve ça difficile, puis tu sais, c'est... quel ajustement est-ce que je préfère, par exemple, dans ma pause? Est-ce qu'il y a des trucs que je pourrais incorporer pour... 100%. Je pense que ça peut être quelque chose de super le fun de se donner des petites mini-activités là, qu'on peut faire dans nos pauses pour que ça nous fasse du bien. La première, ça peut être de faire un petit yoga. On peut aussi aller prendre des marches. Puis on a aussi tricoter, faire du crochet. C'est vraiment des petites choses qui sont pas compliquées à faire, qui te demandent pas trop, mais qui te font du bien. Vraiment. Ça, c'est vraiment des choses qui peuvent aider à nos pauses. Puis de se rappeler aussi que la pause, c'est important et c'est pas vrai que si tu ne prends pas de pause, tu vas être plus productif. Au contraire. Au contraire, vraiment. Les pauses, c'est très nécessaire. Puis je me demandais, c'est quoi l'importance de se questionner sur nos standards personnels? On l'a abordé un petit peu tantôt, mais... C'est ça, je faisais un lien avec toi, tu sais, quand on parlait de nier ses attentes irréalistes. Ben là, dans ce cas-là, c'était au travail, mais je pense qu'on peut le dire en général dans toute sorte de la productivité puis la performance. Il y a un concept en psychologie que je trouve vraiment intéressant que j'aimerais introduire, c'est celui du soi idéal et du soi réel. Qu'est-ce que c'est ça? Le soi idéal, c'est qu'est-ce qu'on vise d'être. C'est quoi la version de nous qu'on s'imagine comme étant notre idéal? Ouais. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'on peut... Moi, j'invite les gens à faire l'exercice. J'aime ça le faire avec les gens que je rencontre. Décrire en détail la personne que tu serais et la vie idéale pour toi. Comment tu te réveilles le matin, c'est quoi tes habitudes, avec qui tu t'entoures, c'est quoi, mettons, qu'est-ce que tu fais dans ta journée, etc., à quoi ça ressemble tes possessions matérielles, tout ça. Puis, à partir de là, décris-moi comment tu te vois maintenant. Pas nécessairement qui tu es, mais comment tu te perçois. Puis, maintenant, t'estimes qu'il y ait où l'écart entre les deux? Est-ce que tu estimes qu'il est atteignable, la version idéale de toi? Puis c'est de là, en fait, que ça va se baser, c'est-à-dire estimer la distance entre les deux. Puis je suis une fan de l'ambition, j'aime l'ambition, mais l'ambition, en fait, c'est quand on le voit comme à long terme. Je veux devenir cette personne-là. Donc, un peu comme quand on conduit, ben là où je regarde, c'est là où je vais me diriger. Sauf que des fois, notre version de nous idéale, c'est la personne qu'on pense qu'on devrait être maintenant. C'est ça la nuance. C'est qu'on a l'impression que la personne qu'on est très différente de la personne qu'on devrait être maintenant. Dans cet écart-là, se trouve une détresse. Donc, première chose. Puis, est-ce qu'on pense d'ailleurs aussi qu'on est différent que la personne que les gens voient chez nous? Puis en lien aussi avec, c'est ça, le soi idéal, est-ce que, tu sais, dans la petite exercice, ça pourrait être si on réalise que l'écart est très, très grand, ça pourrait être de peut-être modifier un peu son soi idéal, ou est-ce que ça pourrait être de mettre un soi idéal pour, mettons, dans 1 an, et non pour dans 20 ans, tu sais, parce que des fois, l'écart est trop grand parce que ben, t'es encore jeune, t'es pas rendu là. C'est ça. Ben, il y a plusieurs choses qui peuvent être travaillées, justement. Je pense de savoir cerner ce qui est réaliste, mais aussi, je pense de savoir cerner de où nous proviennent ces standards-là. Par exemple, parce qu'il y a un aspect très, très culturel aussi là-dedans, là, qui provient beaucoup de notre environnement, là. Je donne un exemple. Dans certaines cultures, là, il est inconcevable d'avoir en dessous de certaines notes à l'école. Je pense au Japon, par exemple, où la performance scolaire est centrale, là. Vraiment, vraiment forte. Puis en Corée du Sud aussi, je pense. Là. Donc, là, c'est sûr que, puis c'est dans ce cas-ci, ça justifie qu'un bon intervenant doit vraiment avoir une formation adaptée sur les différences culturelles puis l'impact de la culture sur la personne. Fait que ça peut être de voir aussi, c'est pourquoi tu veux cet idéal-là, tu sais, ça vient d'où. Je pense que c'est quelque chose qui peut être aussi pratiqué, là. Exactement. D'où ça vient, cette différence-là. Puis, tu sais, à l'inverse, il y a des gens que, tu sais, toute leur vie, ils vont se faire dire, ben, tu vaux pas grand-chose, faut pas viser haut. Puis je lis sur le sujet, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Et souvent, comme manière de se protéger, dans une famille
peu scolarisés, on va voir d'un œil négatif l'éducation. Mhm. Ah, c'est juste les autres qui vont faire ça. Fait que de se questionner sur c'est quoi les racines dans mon environnement qui ont mené à mon soi idéal. Ouais, exactement. Je pense que Ouais. c'est des belles réflexions à avoir en lien avec son soi idéal. Ouais. Puis, est-ce que tu veux me parler un peu de l'association avec les évaluations, avec l'évaluation de nos propres compétences? Ben, c'est ça. C'est sûr que, parce que là, on parle du soi idéal, du soi qu'on est maintenant. Puis dans ce qu'on est maintenant, il y a une certaine manière qu'on va évaluer nos compétences, si on est bon ou non, à quel degré, etc. Puis ben, ça va se séparer en 3 catégories. Comment on va s'évaluer. Tout d'abord, il va y avoir, elle, basée sur l'activité, c'est-à-dire la nature de la compétence. Par exemple, de dire, bon, ben, tu sais, j'ai jamais eu la bosse des maths. Tu veux-tu une anecdote sur cette expression-là, d'ailleurs? Oui. Je t'amène plein de petits sujets qu'on a parlé la dernière fois. Hein. Sais-tu ça vient d'où, la bosse des maths? Non. OK. Je me rappelle plus le nom exact, là. On pourra rechercher ça plus tard au pire, là. Mais dans les tout débuts de la psychologie, il y avait une théorie en psychologie qui voulait que la forme de notre crâne, tu connais ça? Non. La forme de notre crâne déterminait... Ça était bon ou pas en maths? Non, mais nos compétences, Okay. déterminer notre personnalité. Donc, on pensait par exemple qu'avoir une certaine forme à quelque part dans le cerveau de notre crâne voulait dire par exemple qu'on serait bon en maths. Okay. Ça vient de là, la bosse des maths. Si on avait une bosse à un certain endroit, on serait bon en mathématiques. Puis ça s'est avéré être complètement ridicule comme théorie, là. Ça s'est détruit assez vite, là. Mais ça vient de là, cette expression-là. Je savais pas. Je vais chercher vite, parce qu'il faut vraiment que je pense que c'est phénoménologie, mais je suis pas sûre. Phrénologie, c'est pour ça que je me suis trompée. Donc, comment ça s'appelle, Sandrine, après tes recherches? La phrénologie. Phrénologie, si jamais ça vous tente de répéter ce mot. Sandrine, elle a fait les recherches. Vous voulez une petite anecdote, là, vous dites la bosse des maths, ça vient de la phrénologie, qui est une fausse science, qui s'est vite invalidée. Donc, voilà. Mais oui, basé sur l'activité, exemple, j'aime la bosse des maths, le sport, c'est pas mon domaine, etc. Donc, on évalue nos compétences en fonction de la catégorie. Ensuite, il y a l'évaluation selon ses performances passées ou son potentiel maximum. De dire, par exemple, je serai jamais aussi bon que dans ma jeunesse. Ou, je serai jamais Usain Bolt, hein, tu sais, je serai jamais comme... Le meilleur. J'ai pas ça en moi. Puis c'est pas juste, en ce moment, je suis pas bon, c'est j'ai un maximum que je peux atteindre. Ouais. Et finalement, en se comparant aux autres. Voilà. Laetitia. Oui. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque? Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus enclins à développer de l'anxiété de performance que d'autres? Oui, ben en fait, on va avoir les filles, les adolescentes, aussi les personnes qui vivent avec le perfectionnisme, les sportifs beaucoup parce que rapidement ils vont être comparés aux autres, les artistes aussi parce que ça va être souvent dans la comparaison. Puis on peut aussi avoir des personnes qui vont être exposées à un jeune âge à de la compétition. Donc, ça devient rapidement pour eux, ils veulent toujours exceller ou veulent être meilleurs que les autres pour gagner ce prix, pour que les parents soient fiers. Donc, ça peut être des facteurs là, de risque. Puis juste avant qu'on termine, on pourrait donner des petits trucs, astuces pour améliorer sa relation avec la performance, puis aussi être capable un petit peu de diminuer la peur de l'échec. Exact. Donc, je te laisserai peut-être dire le premier. Ouais, un truc auquel on pense pas nécessairement, c'est de favoriser l'exposition aux échecs potentiels. C'est-à-dire s'exposer progressivement à des échecs croissants et peu graves. Donc, mettez des échecs dans votre vie. Ouais. Puis apprenez, puis en fait réalisez grâce à ces petits échecs-là qui sont contrôlés, que vous y survivez, que c'est pas grave. Ouais. Puis c'est drôle hein, parce que j'avais déjà fait cet exercice-là. C'était dans mon stage de donner vraiment une idée que je savais qui était pas bonne. Pour que, ça c'était au cégep, là, pour que la personne me dise comme, tu sais, non, c'est pas vraiment, tu sais, ça fonctionne pas avec nous, et voir comment je me sentais. Et ça m'a pris 2 mois avant de dire cette idée-là
parce que j'avais tellement peur que qu'est-ce que ma superviseure allait penser. Ah, ben oui. Puis en fin de compte, elle m'a juste dit « Ah, ben je pense que ça fonctionnerait pas dans cette situation-là, mais on peut l'adapter avec une autre chose. » Ah, fait que ça a tellement été... C'est ça, ça a tellement été moins pire que le scénario que tu t'es fait. Exactement. Ensuite, on a encouragé les objectifs qui visent l'acquisition de compétences et non de performance. Donc, un peu plus être dans l'amélioration dans nos objectifs que seulement la performance. Ouais, intéressant. Intéressant. Aussi, ça ressemble un peu à ça, là, mais c'est sélectionner des activités qui ne seront pas évaluées par soi ou par les autres. Puis là, je trouve intéressant, c'est par soi aussi. Oui. Dans le sens que faire une course n'est pas la chronométrie ou pas de mettre de stats, statistiques par juste rapport de à le ça. faire pour le plaisir sans toujours avoir un objectif en tête de compter, de quantifier les choses. De quantifier ou de l'évaluer. Finalement, dresser une liste des petits et des grands exploits du quotidien. Oui. Tu sais, des fiertés, justement, pour pratiquer sa capacité à les remarquer. Oui. Ça fait pas mal le tour de cet épisode-là. Je dois avouer que j'arrive tout le temps un petit peu à reculons quand on est pour refaire un épisode. Mais qui était vraiment fun à faire, celui-là. À refaire, en fait. 100%, je pense qu'on a emmené d'autres nuances que la première fois. J'ai pu parler de phrénologie, là. Moi, je suis trop contente. Donc, on se revoit dans 2 semaines. Oui!